Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Écoute paisible à tous. Je m'appelle Élise Dubois. J'ai 28 ans et hier, je suis devenue millionnaire. Ma tante Viviane m'a tout laissé. 2 millions d'euros, son hôtel particulier et ses parts d'entreprise. J'étais encore en train de faire mon deuil quand ils sont entrés, mes parents, les mêmes, qui m'ont abandonnée il y a 15 ans sans un au revoir. Ils souriaient comme si de rien n'était. « Nous sommes vos tuteurs légaux », a annoncé ma mère gentiment, puis mon avocat est entré dans la pièce et leurs visages sont devenus livides. Avant de plonger dans cette histoire folle, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille toxique et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de conteurs, la blessure de l'abandon. Je me souviens d'une époque où ma vie était normale, jusqu'à mes 13 ans. Je vivais dans un modeste appartement T3 avec des parents qui semblaient m'aimer. Papa travaillait comme directeur des ventes chez un concessionnaire automobile local et maman enseignait en CE2 à l'école primaire du coin. Nous n'étions pas riches, mais nous avions assez. Soirée cinéma du vendredi avec popcorn au micro-ondes, voyage de camping estivaux dans notre tente d'occasion, matin de Noël avec chocolat chaud et briochés à la cannelle. Mais il y avait des signes que j'étais trop jeune pour reconnaître. Les disputes étouffées derrière des portes closes qui devenaient plus fréquentes. Les mystérieux appels téléphoniques que mon père prenait à l'extérieur. Le nombre croissant d'heures supplémentaires qui le faisaient rentrer à la maison, sentant la cigarette et l'alcool au lieu du polish de voiture. Mon père avait toujours aimé une partie de poker occasionnelle avec des amis. Cela semblait inoffensif au début, puis ces jeux amicaux ont évolué en week-end à Enghien-les-Bains, ville de jeux proche de Paris. J'ai entendu ma mère pleurer une nuit, le suppliant d'arrêter avant que nous perdions toutes. Il a promis qu'il le ferait, mais les promesses étaient comme de la monnaie pour mon père, facilement dépensée et vite oubliée. Maman aussi a changé. Ses sourires éclatants se sont estompés. Elle se déclarait malade plus souvent, passant des jours au lit, rideaux tirés. Le réfrigérateur se vidait, et quand je demandais des courses, elle me claquait qu'il fallait faire avec ce que nous avions. Certains jours, elle me fixait comme si elle essayait de mémoriser mon visage, puis fondait en larmes et s'enfermait dans la salle de bain. J'essayais d'être parfaite. Je gardais mes notes hautes, nettoyais l'appartement sans qu'on me le demande et ne me plaignais jamais de porter les mêmes vêtements jusqu'à ce qu'ils soient usés. Je pensais que si je pouvais juste être assez sage, tout reviendrait à la normale. Le jour où ils sont partis reste gravé dans ma mémoire avec une clarté douloureuse. C'était un mardi d'octobre, inhabituellement froid pour le début de l'automne. Je me suis réveillée tard parce que maman n'était pas venue me rappeler l'école. L'appartement s'est senti immédiatement différent, trop calme, trop vide. La porte de leur chambre était ouverte, ce qui était étrange car maman la gardait toujours fermée pendant ses mauvais jours. Les portes de leur armoire étaient grandes, ouvertes aussi, la moitié des cintres vides. Leurs tiroirs de commode étaient tirés, il ne restait que quelques chaussettes oubliées. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé une seule page de notes écrite par ma mère. « Élise, nous ne pouvons plus faire cela. Ta tante Viviane prendra soin de toi. Nous sommes désolés. » Juste comme ça, 13 ans réduits à 16 mots. J'ai appelé le portable de ma mère à plusieurs reprises, chaque sonnerie sans réponse rendant ma poitrine plus serrée. J'ai essayé le numéro de mon père, mais il avait déjà été déconnecté. J'ai cherché des carnets d'adresses, des contacts d'urgence, tout ce qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. J'avais rencontré tante Viviane seulement 2 fois auparavant. C'était la sœur aînée de mon père, une femme d'affaires austère qui vivait dans une autre région. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'enfants et, selon mes parents, n'avait jamais approuvé leur style de vie. Je n'avais aucun moyen de la contacter et aucune idée si elle savait seulement ce que mes parents avaient fait. J'ai passé cette nuit seule, effrayée de dire à qui que ce soit ce qui s'était passé. Et s'ils me plaçaient? Et si mes parents revenaient et que j'étais partie? J'ai survécu avec des céréales et je me suis endormie en pleurant sur le canapé du salon en attendant près du téléphone. Le 2e jour, notre propriétaire a frappé, exigeant le loyer en retard. Quand je lui ai dit que mes parents étaient absents, il m'a regardé avec méfiance et a mentionné quelque chose sur l'appel aux services sociaux. Le 3e jour, j'ai finalement appelé ma conseillère d'orientation scolaire, qui a immédiatement impliqué l'aide sociale à l'enfance,
ASE. L'assistante sociale qui est venue, Mlle Leroy, avait des yeux aimables et une voix qui me rappelait des couvertures chaudes. Elle a passé des appels, a tiré les ficelles et a réussi à localiser tante Viviane. « Votre nièce a été abandonnée », j'ai entendu Mlle Leroy dire au téléphone. « Les alternatives sont le placement ou il y a eu une longue pause. » Je comprends que c'est soudain, mais elle n'a personne d'autre. Demain matin serait le mieux. Elle ne peut pas rester seule dans l'appartement une nuit de plus. Tante Viviane est arrivée le lendemain dans une élégante voiture noire qui semblait déplacée dans notre quartier. Elle portait un costume gris anthracite et des perles, ses cheveux argentés tirés en un chignon serré. Son expression quand elle m'a vue n'était ni de joie ni même de pitié. C'était de la détermination mélangée à de la résignation. « Emballe ce que tu peux porter », m'a-t-elle ordonné, sa voix nette mais pas méchante. « Le reste pourra être expédié plus tard. » Les assistantes sociales ont géré la paperasse pendant que je remplissais une seule valise de vêtements et fourrais mon sac à dos de quelques albums photos et de mes livres préférés. J'ai laissé derrière moi ma chambre d'enfant avec les étoiles phosphorescentes toujours collées au plafond. Une leçon de dépendance. Le trajet vers la maison de tante Viviane a duré 3 heures. Elle ne parlait pas beaucoup, sauf pour demander si j'avais faim ou si j'avais besoin d'une pause toilette. J'ai regardé par la fenêtre, voyant littéralement mon monde s'éloigner dans le rétroviseur. Le processus de tutelle légale était compliqué. Il y a eu des comparutions devant le tribunal, des entretiens avec des juges, plus d'assistantes sociales et des évaluations psychologiques. Malgré tout, tante Viviane est restée inébranlable, sinon particulièrement chaleureuse. Elle a engagé d'excellents avocats et n'a jamais suggéré de m'envoyer ailleurs, même lorsque le processus est devenu long et difficile. Mes parents ne se sont jamais présentés à aucune audience. Le tribunal a tenté de les localiser pour mettre fin à leurs droits parentaux officiellement, mais ils semblaient avoir disparu complètement. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. L'abandon a laissé des blessures que la thérapie n'a pu que partiellement guérir. Pendant des années, je me réveillais au milieu de la nuit, convaincue d'avoir entendu la porte d'entrée s'ouvrir, qu'ils étaient revenus pour expliquer que tout était une terrible erreur. J'ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées parce que je n'avais pas d'adresse. Je scrutais les foules dans les centres commerciaux, certaine d'avoir aperçu le profil de ma mère ou la démarche distinctive de mon père. La thérapeute, Dre Moreau, engagée par tante Viviane, m'a aidée à comprendre que leur départ n'avait rien à voir avec moi. Les adultes prennent des décisions d'adultes basées sur des problèmes d'adultes, disait-elle. Les enfants se blâment parce que cela leur donne un sentiment de contrôle. Si c'était ta faute, tu pourrais y remédier. Mais cela n'a jamais été à toi de le faire, Élise. Des mots logiques que mon cœur a refusé d'accepter pendant de nombreuses années. Au fil du temps, ma recherche désespérée a ralenti. À mon 18e anniversaire, j'avais cessé de regarder en arrière chaque fois que quelqu'un m'appelait par mon nom en public. À 20 ans, j'avais cessé de rédiger des conversations imaginaires pour nos retrouvailles. À 25 ans, j'avais accepté que les parents que je connaissais étaient effectivement partis pour toujours. Malgré tout, tante Viviane est restée. Pas chaleureuse, pas affectueuse, mais fiable, solide comme un roc. Elle n'a jamais rompu une promesse, n'a jamais manqué un rendez-vous, n'a jamais omis de fournir ce dont j'avais besoin. C'était un type d'amour différent de celui que j'avais perdu, mais c'était réel. L'emménagement chez tante Viviane était comme une transplantation dans un pays étranger. Son hôtel particulier était situé sur un domaine de 2 hectares méticuleusement aménagé. Ma chambre était plus grande que tout notre ancien appartement, avec de lourds rideaux de velours et un lit à baldaquin ancien qui me donnait l'impression d'être entrée dans un drame historique. Les règles étaient nombreuses et strictement appliquées. Petit déjeuner à 7 heures, pile. Lit fait avant de partir pour l'école. Pas de chaussures sur les parquets. 1 heure de piano par jour, que je montre du talent ou non. Devoir terminer au bureau, pas sur les lits ou les canapés. La conversation au dîner devait inclure au moins un sujet d'actualité et une réussite personnelle. Pas de télévision les soirs de semaine. J'ai enfreint toutes les règles le premier mois, testant les limites, espérant peut-être inconsciemment être renvoyée avant de pouvoir être abandonnée à nouveau.
Mais tante Viviane n'a jamais menacé de se débarrasser de moi. Au lieu de cela, chaque infraction venait avec des conséquences logiques. En retard pour le petit déjeuner, pas de petit déjeuner et un rappel que la cuisine fermait à 7h30. Devoir incomplet? Mes plans de week-end étaient annulés jusqu'à ce que les devoirs soient terminés à sa satisfaction. Derrière son extérieur rigide. Cependant, j'apercevais occasionnellement quelque chose d'inattendu, comme lorsqu'elle m'a trouvé en train de pleurer sur une photo de mes parents le jour de leur mariage, et au lieu de me gronder pour m'être attardée sur le passé, elle m'a silencieusement tendu un mouchoir et s'est assise à côté de moi jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent. Ou quand j'ai raté un examen de mathématiques malgré des heures d'études, et qu'elle a engagé un tuteur au lieu de critiquer mon intelligence. Tante Viviane avait bâti sa fortune à partir d'un petit héritage, transformant un magasin de linge de maison locale en une chaîne de 30 boutiques de décoration haut de gamme dans 3 régions. Elle travaillait de longues heures, mais revenait toujours pour le dîner, apportant souvent des papiers à compléter après. Les week-ends, elle m'emmenait avec elle à des réunions d'affaires, s'attendant à ce que j'observe et apprenne. « Regarde comment les gens négocient », me disait-elle. Remarque qui parle en premier, qui concède des points, qui maintient le contact visuel. Les affaires sont de la psychologie humaine appliquée au commerce. L'éducation était primordiale dans son système de valeurs. Lorsque l'école publique locale s'est avérée inadéquate, elle m'a inscrite à l'Académie Montaigne, une école privée avec de petites classes et des attentes élevées. La transition fut difficile. Mon ancienne école ne m'avait pas préparée à la rigueur académique et les autres élèves venaient de familles aisées avec des expériences de vie très différentes. J'ai eu du mal avec les cours au début, passant des heures à mon bureau à essayer de rattraper mon retard. Il y a eu des nuits où je voulais abandonner, convaincue que je n'appartiendrais jamais à ce monde de privilèges et de préparation. Mais tante Viviane n'acceptait pas l'abandon. « Tes circonstances ont changé sans aucune action de ta part », m'a-t-elle dit une nuit, alors que je sanglotais sur des preuves de géométrie. Mais ta réponse à ces circonstances est entièrement ton choix. Tu peux utiliser cette opportunité ou la gaspiller. La décision t'appartient, mais je te préviens, je n'investis pas dans les causes perdues. Ce n'était pas le réconfort chaleureux que je voulais, mais son pragmatisme direct m'a en quelque sorte stabilisé. J'ai engagé un père tuteur avec mon argent de poche et j'ai créé des groupes d'études avec des camarades de classe. À la fin du lycée, j'avais réussi à intégrer le tableau d'honneur. Les candidatures à l'université ont apporté un nouveau stress. Je voulais fréquenter l'université d'État où plusieurs amis allaient, mais tante Viviane a poussé pour des écoles plus prestigieuses. Tes amis ne pensent pas à leur avenir, a-t-elle dit. Ils pensent à continuer leur vie sociale. Tu dois penser stratégiquement à la construction de ta carrière. Notre plus grande dispute a éclaté à cause de cette différence de vision. Je l'ai accusée d'essayer de contrôler ma vie. Elle a rétorqué que je gâchais mon potentiel par peur de quitter ma zone de confort. « Je n'ai jamais demandé à être ton projet », ai-je crié. « Et je n'ai jamais demandé à être ta tutrice », a-t-elle répondu froidement. Pourtant, nous sommes là. J'essaie de te donner des options que tes parents n'ont jamais eues. Cela m'a réduite au silence. Et, dans le calme qui a suivi, elle a fait quelque chose de sans précédent. Elle m'a parlé de l'enfance de mon père. « Ton père était brillant », a-t-elle dit doucement. Il pouvait résoudre des problèmes mathématiques complexes dans sa tête, mais nos parents ne pouvaient pas se payer l'université. Il a travaillé à la station-service à la place pendant que j'obtenais la bourse. Il en a voulu pendant des années. Il a commencé à jouer pour devenir riche rapidement, car l'éducation n'était plus une option. Ta mère était pareille, intelligente, mais limitée par les circonstances. J'essaye de briser ce cycle pour toi. C'était la première fois qu'elle parlait de mes parents sans jugement ni colère. Cela m'a donné un aperçu de leur vie que je n'avais jamais eu auparavant, et cela m'a aidé à comprendre sa détermination apparemment froide à me pousser académiquement. J'ai postulé à 7 écoles et j'ai été acceptée à 5. Finalement, j'ai choisi l'ESSEC Business School pour étudier le commerce et le marketing. Tante Viviane a payé les frais de scolarité sans se plaindre, même si je savais qu'ils étaient substantiels. L'université a apporté une nouvelle liberté et des défis. J'ai rejoint des clubs, me suis fait des amis divers et j'ai découvert des talents que je ne savais pas posséder.
J'avais un don pour le design et la stratégie marketing qui complétait l'acuité financière que tante Viviane m'avait inculquée. Mes étés ont été passés à faire des stages à son siège social, apprenant chaque aspect de l'entreprise, de la gestion des stocks aux relations avec les fournisseurs. Notre relation a évolué pendant ces années universitaires. La distance physique a permis d'une manière ou d'une autre à la proximité émotionnelle de se développer. Nos appels téléphoniques du dimanche sont devenus moins formels, incluant occasionnellement même des rires. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention, la fierté dans ses yeux était indéniable, bien qu'elle ait limité sa manifestation publique d'émotion à une poignée de main ferme et à un seul hochement de tête. J'ai déménagé à nouveau dans sa maison après l'obtention du diplôme, prenant un poste de directrice du marketing pour son entreprise. Nous avons développé une routine confortable, 2 femmes indépendantes partageant l'espace et les repas occasionnels. J'ai eu des relations amoureuses de temps en temps, bien que tante Viviane décourageait subtilement toute relation susceptible de me distraire de mon avancement professionnel. Maman Viviane. Puis, il y a 2 ans, tout a changé à nouveau. Tante Viviane a été diagnostiquée avec un cancer du pancréas. Le pronostic était peu mauvais dès le début, mais elle a abordé sa maladie avec la même discipline et détermination qu'elle appliquait à tout le reste. « Nous mourrons tous », a-t-elle dit lorsque j'ai craqué après le diagnostic. Les seules variables sont quand et comment nous utilisons le temps avant que cela n'arrive. Elle a continué à travailler aussi longtemps que possible, me transférant des responsabilités à mesure que sa force diminuait. Nos rôles se sont inversés progressivement. Je suis devenue celle qui faisait respecter les horaires de médicaments, organisait les rendez-vous chez le médecin et assurait une bonne nutrition. Dans ces derniers mois, une douceur surprenante a émergé chez tante Viviane. Un soir, alors que je l'aidais à se mettre au lit, elle a saisi ma main avec une force inattendue. « Tu étais la fille que je ne me suis jamais permise d'avoir », a-t-elle murmuré. « Te prendre sous mon aile a été la meilleure décision de ma vie. » Elle est décédée paisiblement dans son sommeil 8 mois après le diagnostic. Les funérailles étaient modestes, principalement fréquentées par des associés et quelques parents éloignés. Je me suis tenue au bord de la tombe, réalisant qu'elle était devenue ma véritable figure parentale dans tous les sens qui comptaient. La douleur était parfois accablante. La maison résonnait de vide. Je me surprenais à écouter ses pas ou à sauvegarder des articles qui, selon moi, pourraient l'intéresser. Mais j'ai continué à gérer l'entreprise comme elle me l'avait appris, honorant son héritage par l'action plutôt que par le simple sentiment. Je ne m'attendais jamais à revoir mes parents biologiques, jusqu'au jour où la lecture du testament a tout changé. 3 semaines après les funérailles, j'ai reçu une lettre officielle de Maître Harold Thomas, l'avocat de tante Viviane, depuis plus de 30 ans. La lecture du testament était prévue pour le mardi suivant à 10 heures du matin dans son bureau en centre-ville. La lettre mentionnait que toutes les parties intéressées seraient présentes, mais je supposais que cela ne signifiait que moi et peut-être quelques partenaires commerciaux ou organisations caritatives que Viviane aurait pu inclure. « Ce que nous avons fait était mal. Nous le savons, » a poursuivi mon père. « J'étais dans une situation terrible. J'avais des dettes de jeu que des gens dangereux collectaient. Ta mère souffrait de dépression sévère. Nous nous sommes convaincus que tu serais mieux avec Viviane. » Elle avait de l'argent, de la stabilité, a ajouté ma mère. Nous n'avions rien à offrir que le dysfonctionnement. Vous aviez vous-même, ai-je dit doucement. C'est tout ce que je voulais. Mon père a baissé les yeux vers son assiette. J'ai obtenu de l'aide pour mon addiction. Je suis clean depuis 8 ans maintenant. Ta mère a trouvé les bons médicaments finalement. Nous nous sommes construits une vie modeste, mais stable. Nous avons pensé à te contacter tellement de fois, a dit ma mère, les larmes aux yeux. Mais nous avions honte. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile de savoir comment combler ce fossé. « Vous avez dit que vous saviez que j'étais avec tante Viviane, ai-je dit. « Comment ?» Ils ont échangé un regard avant que mon père ne réponde. Nous avons appelé les services sociaux environ 6 mois après notre départ. Ils ont confirmé que tu étais avec de la famille et que tout allait bien. Nous avons vérifié tous les 2 ans après cela. L'idée qu'ils aient fait ces enquêtes périodiques sans jamais tenter de contact réel m'a donné la nausée. Ils avaient juste assez apaisé leur conscience pour passer à autre chose. Nous avons regretté notre décision chaque jour, a insisté ma mère, une larme glissant sur sa joue.
Te voir maintenant, réussie et belle, cela me brise le cœur que nous ayons manqué de te voir grandir. » Le serveur a livré nos plats, créant un bref répit de la tension émotionnelle. Quand il est parti, mon père a déplacé la conversation. « Viviane a bien fait les choses pour toi, » a-t-il dit, tournant les pattes sur sa fourchette. « Mieux que nous n'aurions pu le faire. Et maintenant, elle t'a laissé à l'abri pour la vie. La maison seule doit valoir 2 millions sur le marché actuel. » a ajouté ma mère nonchalamment. « Mot plus l'entreprise. C'est accablant pour quelqu'un de ton âge. » « J'aide à gérer l'entreprise depuis des années, » ai-je déclaré platement. « Bien sûr que tu le fais, » a dit mon père de manière apaisante. Mais il y a une différence entre aider et avoir la pleine responsabilité. Les problèmes juridiques à eux seuls peuvent être décourageants, sans parler des implications fiscales. Ma mère a renchéri. Les droits de succession peuvent être paralysants sans une bonne orientation. Je les ai observés attentivement, notant comment ils alternaient entre les appels émotionnels et les préoccupations financières. Le schéma devenait clair. « Nous pourrions t'aider », a proposé mon père. « Nous avons eu nos difficultés, mais nous avons beaucoup appris sur la gestion financière de la dure manière. » C'est une perspective intéressante de la part de quelqu'un qui a abandonné sa famille à cause de dettes de jeu, ai-je observé. Mon père a tressailli, mais s'est rapidement repris. Ces expériences m'ont enseigné de précieuses leçons. Je connais maintenant tous les pièges à éviter. Ma mère s'est penchée en avant. Nous avons un modeste appartement à Malaga avec une deuxième hypothèque. Les frais médicaux ont été difficiles. Le traitement de l'arthrite de ton père n'est pas entièrement couvert par l'assurance. « Que demandez-vous exactement ?» ai-je dit sans détour. Ils ont semblé surpris par ma franchise. Un autre rappel qu'ils interagissaient avec une adulte, pas l'enfant qu'ils avaient laissé. « Nous ne demandons rien, » a dit mon père de manière peu convaincante. « Nous voulons juste faire partie de ta vie à nouveau, t'aider si nous le pouvons. Bien que, si tu voulais aider tes parents à se remettre sur pied, ce serait une bénédiction, » a ajouté ma mère. « Peut-être rembourser notre prêt immobilier. 70 000 € changeraient complètement nos vies. » « Plus les frais médicaux, » lui a rappelé mon père. « Encore 30 000 € les effaceraient. » Je me suis assise, une froide clarté m'envahissant. « Donc, 100 000 € résoudraient vos problèmes. » Ils ont hoché la tête avec empressement. « Et qu'en est-il de mes problèmes ?» ai-je demandé. Les 15 ans passés à me demander ce que j'avais fait de mal, les factures de thérapie, les cauchemars, quel était le prix de cela? Les larmes de ma mère coulaient librement maintenant. Nous savons que l'argent ne peut pas réparer les dommages émotionnels. Nous voulons juste une chance d'être à nouveau une famille. Une famille qui commence par une transaction en espèces, ai-je noté. L'expression de mon père s'est légèrement durcie. Tu dois comprendre notre position. Nous avons fait une terrible erreur. Oui, mais Viviane était ma sœur. Ce patrimoine provenait initialement de notre famille. Nos parents lui ont laissé l'argent de départ pour lancer son affaire, alors que je n'ai rien eu. Alors, vous vous sentez en droit d'y prétendre? Ai-je clarifié. Pas en droit, a-t-il fait marche arrière. Juste inclus. Nous sommes tes parents, Élise. Le sang a une signification. J'ai pensé à tante Viviane, qui m'avait montré par des actions plutôt que par des mots à quoi ressemblait le véritable amour parental. Oui, ai-je concédé. Le sang a une signification, mais les actions signifient net plus. Le reste du dîner a continué dans cette veine, oscillant entre manipulation émotionnelle et allusion financière. Au moment du dessert, ils avaient mentionné plusieurs autres dettes et suggéré que je pourrais vouloir les ajouter à mon équipe dans l'entreprise avec des salaires généreux. Alors que nous séparions devant le restaurant, ma mère m'a serré à nouveau, murmurant « Pense à ce que signifie vraiment la famille, ma puce. Nous faisons tous des erreurs. » J'ai conduit chez moi dans un brouillard de confusion. Leur histoire contenait des éléments de vérité. Je me souvenais de la dépression de ma mère, des absences de mon père, mais quelque chose semblait répété dans leur explication, leur timing opportun, leur focalisation immédiate sur l'argent. Quand je suis arrivée à la maison, il y avait un message sur mon répondeur provenant d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Dubois, ici Sandra Keller. J'ai travaillé pour vos parents il y a 15 ans à la Banque nationale populaire. J'ai vu leur nom en lien avec la nécrologie de Viviane Hughes et je me suis sentie obligée de vous contacter. Veuillez m'appeler avant de prendre tout arrangement avec eux. Il y a des choses que vous devriez savoir. » Le sommeil m'a échappé cette nuit-là. J'ai cherché des lois sur la tutelle jusqu'à ce que mes yeux brûlent.
Selon tout ce que je pouvais trouver, la revendication de mes parents semblait ténue au mieux. J'étais adulte depuis des années maintenant. Mais pourquoi Thomas avait-il semblé préoccupé? Quelle documentation rassemblait-il? Vers 3 heures du matin, je me suis retrouvée dans le bureau de tante Viviane, maintenant le mien, fouillant ses dossiers méticuleusement organisés. Dans un tiroir verrouillé que je n'avais jamais ouvert auparavant, j'ai trouvé un dossier étiqueté simplement « Famille Dubois ». À l'intérieur se trouvait une histoire que je n'avais jamais connue. Le bouclier final de Viviane. Je suis arrivée au bureau de Thomas le lendemain, armée du contenu du dossier privé de Viviane et de mes propres recherches insomniaques. Mes parents étaient déjà là, accompagnés d'un homme mince aux cheveux gominés qui s'est présenté comme Gérard Lefebvre, leur avocat. « Juste une précaution », a expliqué mon père avec un sourire forcé. Les questions juridiques peuvent devenir compliquées. Thomas les a accueillis cordialement, mais sans chaleur. Son assistante a apporté un chariot chargé de plusieurs dossiers extensibles et d'un ordinateur portable. L'atmosphère ressemblait davantage à la préparation d'une bataille qu'à une discussion familiale. « Avant de commencer, a dit Thomas, je dois clarifier mon rôle ici. Je suis l'exécuteur testamentaire du domaine de Viviane Éléonore Hugues et son avocat personnel depuis les 32 dernières années. Je sers également d'avocat à Élise par le biais de dispositions prises par mademoiselle Hugues. » Lefebvre s'est penché en avant. Mes clients sont préoccupés par l'héritage soudain de leur file d'actifs aussi substantiel. En tant que ses tuteurs légaux, ils ont la responsabilité d'assurer la bonne gestion de ses ressources. Thomas a hoché la tête pensivement. C'est précisément ce que je souhaitais aborder aujourd'hui. Il semble y avoir une certaine confusion quant au statut légal. Il a ouvert le premier dossier. Permettez-moi de clarifier l'historique tel que documenté. Il a retiré plusieurs documents d'allure officielle. Lorsque Élise est entrée sous la garde de Viviane, une tutelle temporaire a été établie par le tribunal pour enfants. Les services sociaux ont documenté de multiples tentatives pour vous contacter tous les deux concernant des arrangements permanents. Ma mère a froncé les sourcils. Nous étions confrontés à des problèmes graves, déménageant fréquemment. En effet, a poursuivi Thomas, après 6 mois de tentatives de contact infructueuses, le tribunal a programmé une audience concernant la tutelle permanente. Des avis ont été envoyés à vos dernières adresses connues et publiés dans des journaux légaux appropriés. Mon père s'est agité inconfortablement. Nous n'avons jamais reçu aucun avis. Fait intéressant, a dit Thomas. Quelqu'un a contacté le tribunal prétendant vous représenter. Il a retiré un autre document. Un homme nommé Louis Mercier est apparu avec un affidavit prétendument signé par vous deux consentant au transfert de la tutelle permanente à Viviane Hugues. Mes parents ont échangé un rapide coup d'œil qui a confirmé mes soupçons avant que mon père ne parle. Nous n'avons jamais autorisé qui que ce soit à nous représenter. Ces signatures doivent être des faux. Thomas a ajusté ses lunettes. Madame Hugues avait des préoccupations similaires à l'époque. Elle a engagé un détective privé pour vous localiser et confirmer directement vos intentions. Il a ouvert un autre dossier contenant des rapports avec des photographies. L'enquêteur a documenté les activités de M. Dubois dans divers casinos en Belgique pendant cette période. Il a également photographié Mme Dubois travaillant comme serveuse de cocktails dans les mêmes établissements. Lorsque vous avez été approchés au sujet de la situation d'Élise, vous avez tous deux explicitement confirmé votre désir de mettre fin aux responsabilités parentales. La couleur s'est drainée du visage de ma mère, la mâchoire de mon père s'est crispée. De plus, a poursuivi Thomas sans relâche, l'enquêteur a documenté un paiement de 15 000 € de Louis Mercier à M. Dubois le jour après la signature de ses affidavits. C'était une transaction commerciale sans rapport, a protesté mon père faiblement. Thomas a ignoré l'interruption. Mademoiselle Hugues a poursuivi des enquêtes annuelles pour surveiller vos situations et déterminer si une reconnexion serait bénéfique pour Élise. J'ai des rapports couvrant 15 ans, documentant la poursuite des activités de jeu, de multiples expulsions, des licenciements et plusieurs incidents impliquant des agences de recouvrement. Il s'est tourné vers une autre section. Particulièrement notables sont ces tentatives documentées par Mme Dubois pour contacter Élise lorsqu'elle a eu 18 ans. Il a poussé un rapport vers moi. 3 occasions où Mme Dubois a appelé la maison de Viviane mais a raccroché sans parler. Et cet e-mail envoyé au compte universitaire d'Élise mais jamais ouvert en raison d'une adresse incorrecte. J'ai fixé les preuves de ces tentatives de contact à moitié sincères,
ressentant un étrange mélange de douleur et de justification. Le plus important, a dit Thomas, retirant une enveloppe scellée. Viviane a laissé cette lettre à ouvrir exactement dans ces circonstances. Il me l'a tendue. L'enveloppe portait mon nom dans l'écriture précise de tante Viviane. Peut-être aimeriez-vous la lire en privé, a suggéré Thomas. J'ai secoué la tête et brisé le sceau, dépliant plusieurs pages couvertes de l'écriture familière. Ma très chère Élise, lus-je à voix haute, ma voix plus ferme que prévu. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie et que tes parents sont soudainement réapparus dans ta vie. Ce n'est pas une coïncidence. Au fil des ans, j'ai documenté de multiples cas où ils ont tenté d'obtenir de l'argent de ma part en utilisant ta situation comme levier. Ma mère a émis un petit bruit de protestation, mais j'ai continué à lire. 6 mois après que tu sois venu vivre avec moi, ton père m'a contacté exigeant 50 000 € en échange de ne pas contester l'arrangement de tutelle. Je l'ai payé contre mon meilleur jugement, craignant qu'une bataille baguée pour la garde ne te traumatise davantage. Il est revenu 3 ans plus tard demandant plus, affirmant que des dettes de jeu mettaient sa vie en danger. J'ai refusé et j'ai plutôt engagé une sécurité pour notre maison. J'ai levé les yeux brièvement pour voir mon père fixer le sol. Quand tu as eu 16 ans, ta mère a appelé prétendant qu'elle avait un cancer et avait besoin d'argent pour un traitement. Mon enquêteur a confirmé que c'était faux. Lorsque tu as reçu ton acceptation à l'université, ils ont obtenu ton adresse e-mail et ont demandé de l'argent pour les frais de scolarité pour un nouveau départ afin de reconstruire leur relation avec toi. J'ai bloqué ces communications pour te protéger de leur manipulation. Les larmes ont brouillé ma vision, mais je me suis forcée à continuer. Je ne t'ai jamais raconté ces choses parce que je voulais que tu guérisses sans trahison supplémentaire. J'espérais qu'ils finiraient par chercher de l'aide et deviendraient les parents que tu méritais. Cela ne s'est pas produit. Maintenant, ils tenteront probablement d'accéder à ton héritage par la culpabilité, les menaces légales ou la manipulation émotionnelle. La pièce était complètement silencieuse alors que je tournais la dernière page. Thomas a toute la documentation nécessaire pour te protéger légalement. La tutelle a été convertie en adoption légale lorsque tu avais 16 ans, bien que j'aie gardé mon nom de famille et que je n'ai pas changé le tien, espérant qu'un jour la réconciliation serait possible. Tu es légalement ma fille depuis lors, et ils n'ont aucune revendication sur toi ou ton héritage. J'ai dû faire une pause, traitant cette révélation. Tante Viviane m'avait adoptée, je ne l'avais jamais su. Quelle que soit la décision que tu prends concernant les relations avec tes parents biologiques, cela doit être ton choix. Mais s'il te plaît, protège-toi financièrement. La parenté par le sang ne donne droit à personne aux récompenses de notre travail acharné, ni ne justifie leur négligence passée. Souviens-toi que la famille se construit par des soins et des sacrifices constants, pas par l'ADN. Je suis fière de la femme que tu es devenue. Fais confiance à ton jugement. Tout mon amour, maman Viviane. J'ai soigneusement replié la lettre. Des émotions trop complexes pour être nommées Minaudant. Thomas s'est éclairci la gorge. J'ai les papiers d'adoption ici, légalement contraignants et correctement exécutés par le tribunal de la famille. J'ai aussi la documentation des multiples sollicitations financières mentionnées dans la lettre. Il s'est tourné vers mes parents stupéfaits. De plus, Mademoiselle Hugues a inclus une clause spécifique dans son testament selon laquelle toute contestation légale de ces arrangements entraînerait le transfert de la totalité du domaine à une fondation caritative pour enfants abandonnés. Il ne resterait rien à réclamer pour qui que ce soit. Leur avocat, l'air de plus en plus mal à l'aise, s'est penché pour murmurer quelque chose à mon père. Nous n'avions aucune idée de l'adoption, a dit mon père, sa voix creuse. On nous a dit seulement tutelle temporaire. Par qui? A demandé Thomas sèchement. Par les services sociaux, a insisté ma mère. Toutes les communications sont documentées dans ces dossiers, a contré Thomas, tapotant un dossier épais, y compris vos formulaires de consentement signés. Le visage de mon père s'est assombri de colère. C'est ridicule. Vous nous avez payé et volé notre fille? Je crois que les caméras de sécurité de ce bureau enregistrent cette explosion, a noté Thomas calmement. Ce qui contredit directement votre déclaration précédente concernant le faux et pourrait constituer un aveu d'acceptation d'un paiement pour transférer les droits parentaux. Mon père s'est levé brusquement. Ce n'est pas fini. Nous avons des droits. Papa, ai-je dit,
le mot me semblant étrange à la bouche après tant d'années. J'ai trouvé le dossier de Viviane hier soir. Je suis au courant pour les autres familles aussi. Son expression a vacillé. Quelles autres familles? Les Lecoeur en Bretagne, les Dupont dans le sud. 3 autres familles que vous avez approchées, prétendant être des parents de personnes riches récemment décédées. Il semble que l'abandon d'enfants pour ensuite essayer d'encaisser leur héritage soit votre mode opératoire depuis un certain temps. Ma mère a commencé à pleurer sincèrement. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons fait des erreurs avec toi, mais nous n'aurions jamais. J'ai interrompu soudainement, épuisée par leur performance. Viviane a tout documenté. Elle a même des enregistrements de vos appels téléphoniques exigeant de l'argent. Pensiez-vous vraiment qu'elle me laisserait sans protection? La rage de mon père s'est transformée en calcul. Écoute, Élise, il y a eu un terrible malentendu. Nous pouvons arranger cela en famille. Pas besoin d'avocat et d'accusation. Je pense que nous en avons terminé ici, ai-je dit, me levant. Thomas, y a-t-il autre chose de légalement requis de ma part aujourd'hui? Non, a-t-il répondu. Le domaine vous est transféré clairement. Vos parents n'ont aucune autorité légale pour contester le testament ou l'adoption. Alors je voudrais qu'ils partent. Élise, s'il te plaît, a supplié ma mère, donne-nous juste une chance d'expliquer. 15 ans, ai-je dit doucement. Vous aviez 15 ans pour expliquer. Au lieu de cela, vous avez attendu qu'il y ait de l'argent en jeu. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Thomas a appuyé sur un bouton de son bureau et 2 agents de sécurité sont apparus à la porte. Ces messieurs vont vous escorter, a-t-il informé mes parents. Tout contact ultérieur avec mademoiselle Dubois devra être adressé via mon bureau. Vous ne pouvez pas faire ça, un homme, a crié mon père, son visage rouge. Oh, elle est notre fille. Non, l'ai-je corrigé. J'étais votre fille. Maintenant, je suis celle de Viviane, et elle m'a appris à reconnaître la valeur au-delà des prix. Alors que la sécurité les conduisait vers l'ascenseur, ma mère s'est retournée. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Nous t'avons donné la vie. Et Viviane m'a donné tout le reste, ai-je répondu. Y compris la protection contre les gens qui voient les relations comme des transactions. Après leur départ, je me suis effondrée dans un fauteuil, l'épuisement émotionnel m'envahissant. Thomas s'est assis à côté de moi plutôt que derrière son bureau imposant. « Vous devez savoir, a-t-il dit doucement, que je suis aussi votre parrain. Viviane m'a demandé d'accepter ce rôle quand elle vous a adopté. J'ai promis de continuer à veiller sur vos intérêts après son départ. » Cette connexion inattendue à tante Viviane a apporté de nouvelles larmes. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de l'adoption? Elle craignait que vous sentiez qu'elle essayait de remplacer vos parents plutôt que de simplement vous protéger légalement. Elle voulait que vous vous fassiez votre propre opinion sur la famille sans son influence. Elle m'a influencée plus que quiconque, ai-je admis, juste en étant constante quand personne d'autre ne l'était. Thomas a hoché la tête. Nous pouvons déposer des ordonnances de non-communication si vous le souhaitez. Compte tenu de leurs motifs financiers et de leur histoire, un juge les approuverait probablement. Oui, ai-je décidé. Je pense que ce serait le mieux. En quittant son bureau, je me suis sentie à la fois épuisée et étrangement libérée. Le fantasme du retour de mes parents, qui m'avait hantée pendant des années, s'était enfin joué. Rien à voir avec mes rêves d'enfant, mais exactement comme tante Viviane l'avait anticipé. Elle m'avait protégée une dernière fois. L'héritage de l'amour. Malgré le dépôt de l'ordonnance de non-communication en cours, mes parents sont apparus à la maison de tante Viviane, maintenant ma maison, ce soir-là. J'ai vu leur voiture de location entrer dans l'allée alors que je préparais le dîner. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre à la porte, mais un calme étrange s'était installé en moi depuis la réunion avec Thomas. J'avais besoin de cette confrontation finale. Ils ont sonné à la porte à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'ouvre, mais je suis restée sur le seuil, bloquant leur entrée. « Vous ne pouvez pas être ici », ai-je dit fermement. Une ordonnance de non-communication a été déposée. « Nous sommes toujours tes parents », a crié mon père, son calme initial complètement abandonné. « Tu nous dois la décence d'une conversation sans avocat ni garde de sécurité. »« Je ne vous dois rien », ai-je répondu calmement. « Mais je vous donne 5 minutes pour dire ce que vous êtes venu dire. Ensuite, vous devez partir avant que j'appelle la police. » Ma mère m'a dépassée dans le foyer, ses yeux balayant l'intérieur de la maison pour évaluer. « Tiens,
Nous voulons juste comprendre pourquoi tu es si froide, a-t-elle dit. Nous avons fait une terrible erreur il y a des années, mais nous essayons de faire amende honorable maintenant. En essayant de prendre le contrôle de mon héritage, ai-je demandé. C'est une approche intéressante pour faire amende honorable. Mon père l'a suivi à l'intérieur malgré mon objection. Cette femme t'a empoisonné contre nous, a-t-il craché. Viviane m'a toujours détesté. Elle t'a utilisé pour me blesser. Viviane m'a sauvé, ai-je corrigé. Elle m'a donné la stabilité, l'éducation et l'estime de soi. Elle m'a appris que l'amour est montré par des actions, pas seulement par des mots. Nous t'aimions, a insisté ma mère. Nous étions malades. La dépression est une vraie maladie. Le jeu de ton père était une addiction. Nous avions besoin d'aide, pas de jugement. J'avais 13 ans, lui ai-je rappelé, ma voix se brisant finalement. J'avais besoin de parents, pas d'excuses. Avez-vous une idée de ce que c'était de se réveiller et de vous trouver tous les deux partis, d'attendre au téléphone pendant des jours en espérant que vous appellerez, de fouiller l'appartement pour trouver des indices sur où vous étiez allé? Mon père a détourné le regard, incapable de croiser le mien. J'ai vérifié la boîte aux lettres tous les jours pendant des mois, ai-je continué, des années de mots refoulés se déversant finalement. Je n'arrêtais pas de penser que vous enverriez au moins une carte d'anniversaire ou un cadeau de Noël, un signe que vous vous souveniez que j'existais. Nous pensions à toi tous les jours, a dit ma mère, les larmes coulant sur son visage. Les pensées sans action sont insignifiantes, ai-je répondu. Viviane ne m'a jamais dit une seule fois qu'elle m'aimait. Pas une seule fois en 15 ans, mais elle s'est montrée tous les jours pour les rendez-vous chez le médecin, les pièces de théâtre à l'école, les cauchemars et les candidatures à l'université. Elle a bâti la confiance par la constance. « Nous sommes là maintenant », a dit mon père, son ton s'adoucissant au ton de vendeur dont je me souvenais de mon enfance. « Nous pouvons construire une relation à l'avenir, nous soutenir mutuellement en tant que famille. » « Vous êtes là maintenant parce que Viviane est morte riche, ai-je déclaré platement. Si elle était morte pauvre, auriez-vous pris la peine de me trouver? Leur silence fut une réponse suffisante. Thomas m'a montré les rapports du détective privé, ai-je dit. Vous saviez où j'étais pendant 15 ans. Vous avez choisi de ne pas me contacter tant qu'il n'y avait pas d'incitation financière. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Nous avions honte. Nous ne savions pas comment te faire face après ce que nous avions fait. Pourtant, vous avez trouvé le courage immédiatement après avoir appris l'existence d'un héritage de plusieurs millions d'euros, ai-je observé. Un timing intéressant. Le visage de mon père s'est durci à nouveau. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé, vivant dans la pauvreté alors que ma sœur jouissait d'une richesse qui aurait dû être partagée avec toute notre famille. Viviane a bâti cette richesse elle-même, ai-je rétorqué. Elle a travaillé 16 heures par jour pendant des décennies. Qu'avez-vous exactement contribué pour mériter une part? Je suis son frère, a-t-il crié. Et ton père? La biologie n'est pas un programme d'aide sociale, ai-je dit. L'influence pragmatique de tante Viviane était évidente dans ma réponse. Vous ne pouvez pas abandonner vos responsabilités pendant 15 ans et ensuite vous présenter en attendant des récompenses. Ma mère s'est effondrée sur une chaise antique, sanglotant de façon dramatique. Comment es-tu devenue si sans cœur? Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Vous ne m'avez pas élevé, lui ai-je rappelé. Vous êtes parti avant que le travail ne soit terminé. Viviane l'a terminé. Des lumières de sécurité ont clignoté à l'extérieur alors qu'une voiture de patrouille entrait dans l'allée. J'avais demandé à Thomas d'organiser des vérifications périodiques de la maison, anticipant cette confrontation. C'est la police, les ai-je informés. Vous devriez partir maintenant. Ce n'est pas fini, a menacé mon père, attrapant mon bras. Tu crois que tu as gagné, mais nous pouvons te rendre la vie très difficile. Nous pouvons raconter des histoires sur cette femme qui ternirait sa précieuse réputation. Je me suis dégagée de son emprise. Chaque menace que vous faites est enregistrée, ai-je dit, pointant la caméra de sécurité dans le coin du foyer. Viviane les a installées il y a des années, après votre première tentative de lui extorquer de l'argent. Son visage a pâli lorsqu'il a réalisé les implications. Tout ce qu'il disait ou faisait maintenant pouvait potentiellement être utilisé contre lui au tribunal. « Viens », a-t-il marmonné à ma mère. « Elle n'en vaut pas la peine. » Ces mots, me rejetant comme un simple inconvénient plutôt qu'une fille qui leur aurait manqué, ont tout confirmé.
Il ne s'agissait jamais de réconciliation. Il s'agissait toujours d'argent. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, ma mère s'est retournée. « Tu le regretteras quand tu seras seule avec rien d'autre que de l'argent pour te réconforter. La famille, c'est tout. » Je suis d'accord, ai-je dit. Viviane était ma famille. Vous n'étiez que des donneurs biologiques qui n'ont pas tenu leurs engagements. Après leur départ, j'ai regardé par la fenêtre l'agent de police les arrêter dans l'allée. Il y a eu une brève, tendue conversation avant qu'ils ne partent. Je me suis effondrée sur le sol, l'adrénaline s'échappant. Pendant 15 ans, j'avais porté une blessure qui ne guérissait jamais complètement, espérant un jour une explication qui donnerait un sens à leur abandon. Maintenant, j'avais ma réponse, et bien qu'elle apporte de la douleur, elle apportait aussi de la clarté. Thomas a appelé une sœur plus tard pour prendre de mes nouvelles. Ils ont été officiellement signifiés de l'ordonnance de non-communication, m'a-t-il informé. Ils ne peuvent légalement pas s'approcher à moins de 150 mètres de vous, ni vous contacter directement. Ils ont dit que ce n'était pas fini, lui ai-je dit, qu'ils pouvaient causer des problèmes. Menacer des asvides, m'a-t-il assuré. La documentation que nous avons rendrait toute contestation légale futile et potentiellement criminelle pour eux. Ils ont été payés pour abandonner la garde et ont ensuite tenté de soutirer plus d'argent à plusieurs reprises. Aucun tribunal ne verrait cette histoire d'un bon œil. Après avoir raccroché, j'ai erré dans la maison de tante Viviane, la voyant avec de nouveaux yeux. La salle à manger formelle, où elle m'avait enseigné les bonnes manières à table, le bureau, où nous avions examiné ensemble les rapports d'affaires, le jardin, où elle m'avait occasionnellement rejointe pour un café du matin dans un silence confortable. Dans sa chambre, où je n'étais pas entrée depuis sa mort, j'ai trouvé une petite boîte en bois sur sa table de chevet que je n'avais jamais remarquée auparavant. À l'intérieur se trouvait une collection d'objets qui m'ont stupéfiée. Bulletins scolaires, photos d'école, coupures de journaux de récompenses académiques que j'avais reçus, même le programme de ma remise de diplôme universitaire avec mon nom surligné. Sous ces mementos se trouvait une autre enveloppe scellée avec mon nom dessus. Contrairement à la lettre formelle que Thomas m'avait présentée, cette note était écrite sur du papier à lettres personnelles. « Élise, commença-t-elle simplement, je n'ai jamais été douée pour exprimer mes émotions. Ma génération et mon éducation décourageaient de telles démonstrations. Mais alors que j'affronte ma mortalité, je regrette cette limitation. Alors, permets-moi de déclarer clairement ce qui aurait dû être dit il y a des années. Je t'aime. Non par obligation ou devoir, mais à cause de qui tu es. Ta résilience, ton intelligence et ta capacité de gentillesse, malgré la trahison précoce, ont été la plus grande joie de ma vie à laquelle j'ai pu assister. Je ne t'ai pas donné la vie, mais te voir vivre a été mon privilège. Les papiers d'adoption légale ont été signés il y a des années, non pour ta protection, mais pour ma paix intérieure. Je voulais que le monde sache que tu étais ma fille dans tous les sens qui comptent. Sois bien, sois sage, sois heureuse. Maman. Ce dernier mot, jamais prononcé entre nous de son vivant, a brisé quelque chose en moi. J'ai pleuré cette nuit-là, non pas pour les parents qui étaient revenus avec des motifs égoïstes, mais pour celles qui n'avaient jamais revendiqué le titre, mais l'avaient entièrement gagné. La résilience d'une fille choisie. 6 mois se sont écoulés depuis cette confrontation finale avec mes parents biologiques. Selon Thomas, ils sont retournés en Espagne après avoir fait une tentative infructueuse de contacter le journal local avec des révélations sur tante Viviane. L'éditeur, un ami de longue date de Viviane, avait immédiatement appelé Thomas à la place. La maison me semble mienne maintenant. J'ai repeint certaines pièces, réarrangé des meubles et ajouté des touches qui reflètent mon propre goût, tout en honorant les sensibilités élégantes de Viviane. La salle à manger formelle sert maintenant de bureau à domicile, avec de grands moniteurs trônant quelque peu étrangement sur la table en acajou antique, où Viviane organisait autrefois des dîners d'affaires. L'entreprise continue de prospérer sous ma direction. J'ai mis en œuvre certaines stratégies de modernisation auxquelles Viviane avait résisté, en particulier en marketing en ligne et en gestion des stocks. Notre présence en ligne s'est considérablement développée et nous avons ouvert 2 nouveaux sites. Les employés qui connaissaient et respectaient Viviane m'ont transféré cette loyauté. Beaucoup expriment qu'ils voient son influence dans mon style de gestion. Peut-être que le projet le plus significatif a été la création de la Fondation Viviane Hugues pour la reconnaissance familiale.
Utilisant une partie de l'héritage, j'ai créé une organisation à but non lucratif qui soutient les enfants qui ont subi l'abandon ou la séparation familiale. Nous fournissons de la thérapie, des opportunités éducatives et des logements transitoires pour les jeunes adultes sortant du système de placement. Grâce à la Fondation, j'ai rencontré d'autres personnes avec des histoires similaires à la mienne. Certains ont trouvé la réconciliation avec leur famille biologique. D'autres ont créé des familles choisies à partir d'amis et de mentors. Chaque parcours est unique, mais le fil conducteur est le besoin humain de relations stables et constantes. Ma propre thérapie s'est poursuivie, maintenant moins axée sur l'abandon initial et davantage sur le traitement des émotions complexes soulevées par le retour et les véritables motivations de mes parents. Dara Moreau m'a aidé à comprendre que la clôture vient parfois sous des formes inattendues. Le fantasme de la réconciliation sert souvent un objectif dans le processus de guérison, a-t-elle expliqué lors d'une récente session. Mais la réalité correspond rarement au fantasme. Parfois, la plus grande croissance vient de l'acceptation de ce qui ne peut être réparé et de la construction de quelque chose de nouveau à la place. Il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre de ma mère. Contrairement à leur communication précédente, celle-ci ne contenait aucune demande ni exigence, juste une simple reconnaissance du tort et une expression de regret qui semblait, pour une fois, sincère. Je n'ai pas encore répondu. Je pourrais ne jamais le faire. La lettre repose dans le tiroir de mon bureau, ni rejetée ni embrassée, tandis que je considère ce que, le cas échéant, je veux de cette connexion. J'ai trouvé un réconfort inattendu dans des relations que j'avais auparavant tenues pour acquises. Madame Duval, la gouvernante de Viviane, vient toujours 2 fois par semaine. Elle a lentement partagé des histoires sur Viviane d'avant mon arrivée, dressant un tableau plus complet de la femme qui est devenue ma véritable mère. Elle était terrifiée quand vous êtes arrivé pour la première fois, m'a confié Madame Duval récemment. Elle n'avait jamais voulu d'enfant, n'avait jamais pensé qu'elle avait le tempérament pour la maternité. La première nuit, après votre arrivée, je l'ai trouvée dans la cuisine à 3 heures du matin en train de rechercher des livres sur le développement de l'enfant en ligne. Ces aperçus des préoccupations privées et des efforts de Viviane me touchent profondément. Elle avait assumé une responsabilité qu'elle n'avait jamais recherchée, mais l'avait remplie avec une minutie et un engagement caractéristique. Thomas est également devenu une présence régulière dans ma vie, se joignant à moi pour le dîner 1 fois par mois et offrant des conseils sur les questions commerciales et personnelles. En tant que mon parrain, il a adopté un rôle plus oncle que ne le suggérait son comportement, auparavant formel. Viviane serait fière, m'a-t-il dit récemment alors que nous examinions le premier rapport trimestriel de la Fondation. Non seulement de ton sens des affaires, mais de ta résilience. Elle craignait constamment que tes expériences précoces ne te laissent amère ou méfiante. Au lieu de cela, tu as canalisé cette expérience pour aider les autres. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un après avoir mis la romance de côté pendant la maladie de Viviane et les complications juridiques qui ont suivi. Rien de sérieux encore, mais je me retrouve à aborder les relations avec des limites et des attentes plus claires. L'exemple de Viviane m'a appris que l'amour doit être démontré par des actions constantes et non pas simplement professé à des moments opportuns. Le changement le plus profond a été interne. La question qui m'a hantée pendant 15 ans, « Pourquoi m'ont-ils abandonnée ?» n'a plus la même puissance. Je comprends maintenant que leur départ reflétait leurs limites, pas ma valeur. Plus important encore, je reconnais que la décision de Viviane de rester, de s'engager, de se manifester jour après jour, a été le choix le plus significatif. Le week-end dernier, j'ai visité la tombe de Viviane avec des fleurs fraîches. La pierre tombale est un élégant granit noir avec des lettres simples, exactement comme elle l'avait spécifié. J'ai fait une petite addition après la révélation de l'adoption. Le mot « maman » gravé sous son nom. En me tenant là, j'ai réalisé que la famille n'est pas définie par le sang ou les documents légaux, mais par les 1000 petits choix faits quotidiennement. Qui se manifeste, qui reste, qui dit des vérités difficiles, qui crée la sécurité plutôt que le chaos. Viviane m'a enseigné par l'exemple que la richesse n'est pas mesurée uniquement en termes financiers. La véritable abondance vient de l'intégrité, des engagements honorés, de la confiance construite lentement et maintenue avec soin. Ce sont les valeurs que je porte, son legs le plus précieux. L'héritage qu'elle m'a laissé s'étendait bien au-delà des biens et des investissements. Elle m'a donné un modèle pour vivre avec dignité et but. Elle m'a montré que la famille choisie peut être plus forte que les liens biologiques.
et elle a démontré que l'amour n'a pas besoin d'être fréquemment parlé pour être profondément ressenti. Je ne saurais jamais si mes parents biologiques regrettent vraiment leurs actions ou regrettent simplement d'avoir perdu l'accès aux ressources financières. En fin de compte, leur motivation importe moins que je ne le pensais autrefois. Ce qui compte, c'est la vie que je choisis de construire en allant de l'avant, les relations que j'entretiens et l'héritage que je crée. Avez-vous déjà dû redéfinir votre compréhension de la famille? Croyez-vous que les liens du sang méritent automatiquement le pardon ou que les relations doivent être gagnées par des soins et un respect constant? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne pour plus d'expériences de la vie réelle. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte avec des problèmes familiaux et qui pourrait trouver du réconfort dans ce voyage, veuillez partager cette vidéo avec lui. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous que parfois la famille que nous choisissons apporte plus de guérison que la famille dans laquelle nous sommes nés.